bienvenue, chanté. Et puis, c'est Abdessamad Ben Zikri. C'est Abdessamad Ben Zikri, s'il vous plaît. Bienvenue, je pense que le panel est complet, on va démarrer. Installez-vous, s'il vous plaît. On a demandé aux organisateurs de les appeler. C'est bon? Très bien. Bienvenue à cette première conférence sur l'eau et les énergies. Comme ça a été dit ce matin, le monde a connu dans les années précédentes différentes crises, des crises économiques, des crises financières, des crises d'ordre social. Et aujourd'hui, il y a eu une unanimité sur le fait que les crises d'avenir seront des crises beaucoup plus de l'eau et des énergies. D'où la nécessité de débattre cette thématique. Si on ramène ce débat aujourd'hui au niveau de la région, c'est tout simplement parce que c'est une région à la fois qui a des ressources en eau, mais en même temps qui connaît des périodes de sécheresse. C'est un paradoxe. Dans certaines provinces de la région, on vit en hiver 6 mois de pluie et une eau abondante, suivie par 6 mois de sécheresse. C'est un paradoxe, c'est une contradiction, comme c'était le cas de tous les secteurs au niveau de cette région. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit aujourd'hui, mais je vais quand même rappeler que l'un des objectifs de ce genre de rencontre scientifique, qui est l'occasion de faire réunir un ensemble d'experts, de scientifiques et des gens qui ont de l'expérience, effectivement pour l'échange des expériences, pour l'échange des avis, mais surtout, et c'est ce qui était attendu de ce forum et de ce genre de rencontres scientifiques, c'est qu'on va sortir ensemble avec des recommandations, mais des recommandations qui s'appuient sur des données, sur des analyses scientifiques, lesquelles recommandations, bien entendu, vont ou doivent servir de base pour les décideurs politiques au niveau de leur planification et au niveau de leurs études stratégiques de développement de territoire. Voilà, si vous voulez, un peu le thème, ou le premier thème de cette conférence, à laquelle vont participer un certain nombre de professeurs, de chercheurs et d'experts qui ont travaillé sur ce genre de thématique. Je vais demander, pour des raisons de timing, à l'ensemble des intervenants de ne pas dépasser 10 minutes pour chaque présentation, sachant bien que nous avons une deuxième conférence sur l'eau et l'agriculture. Donc 10 minutes, s'il vous plaît, allez vers l'essentiel, donnez-nous des résumés ou des recommandations par rapport au sujet de votre intervention. La parole est de professeur Nezha Bouchareb. Bouchareb, pardon, excusez-moi, j'ai mal prononcé le nom. Nezha Bouchareb.
Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, avant de démarrer mon exposé, je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs de m'avoir invité, de m'avoir impliqué dans cette rencontre aussi importante et une rencontre qui nous a permis, nous, le groupe des experts et le groupe des chercheurs, d'initier un débat qui est très proche de notre cœur, un débat qui ne pourrait en aucun cas être fondé sur la science si la communauté scientifique n'est pas impliquée et si aussi la communauté des experts n'est pas impliquée. Ceci dit, aujourd'hui on m'a demandé, de par mon intervention en tant que coordinatrice nationale de l'agenda de l'action pendant toute la COP22, de présenter un peu les résultats de cette dynamique qui a été créée pendant la COP22 pour impliquer l'ensemble des intervenants et non seulement les parties dans la lutte contre les changements climatiques, que ce soit de point de vue adaptation ou atténuation. Donc mon exposé va principalement parler de comment les acteurs non étatiques se sont impliqués. Toute la matinée, on a suivi un petit peu avec beaucoup d'intérêt les interventions des décideurs, notamment les décideurs politiques qui ont mis en place et qui nous ont un petit peu alarmés sur la problématique des ressources en eau au niveau de la région principalement, mais moi je voudrais aussi vous alarmer sur la problématique des ressources en eau à l'échelle mondiale, parce que ce n'est pas uniquement une problématique nationale ni locale, c'est une problématique à l'échelle mondiale, et je voudrais aussi mettre le point sur l'importance d'articuler notre problématique à l'échelle internationale. C'est très important parce qu'aujourd'hui, si on veut mobiliser des fonds à l'échelle internationale, il faut d'abord qu'on s'implique dans la dynamique internationale. Il faut d'abord qu'on sache un petit peu quelles sont les solutions qui ont été adoptées jusqu'à maintenant, que ce soit celles qui sont portées par les politiques ou celles qui sont portées par les non-politiques, à savoir le secteur de la recherche, la société civile, le privé, etc. Je tiens aussi à vous dire qu'aujourd'hui, avec l'engagement que le Maroc a pris au niveau des NDC, la mise en place de ces NDC ne peut être faite sans l'implication des non-state actors, je veux dire des non-partis et des acteurs non étatiques. Pourquoi? Parce que si on veut mettre en place les solutions, le seul bras opérationnel, c'est le territoire. Et le seul bras opérationnel, c'est les collectivités. Aujourd'hui, on a beau à mettre en place des politiques nationales, mais si on n'a pas les acteurs territoriaux impliqués dans la planification et la mise en œuvre, on aura raté le coach. Et je pense qu'avec ce que je vais vous présenter, ça va vous donner une idée sur ce que fait l'international ou ce que fait le monde pour pousser les acteurs non étatiques à s'impliquer dans la lutte contre les changements climatiques avec un focus, bien entendu, sur les ressources en eau. Je vais faire vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps d'après les organisateurs. On n'a que 10 minutes, donc je vais peut-être passer rapidement en revue c'est quoi les changements climatiques, de quoi on parle, et est-ce que le Maroc est le seul pays qui est touché par ces changements, ou est-ce qu'on devrait s'insérer et s'inscrire dans la dynamique internationale. Donc, comme vous voyez, les émissions de dioxyde de carbone ont augmenté de plus de 50% depuis 1990. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une évolution et une vraie transition dans le climat. Et les émissions ont augmenté rapidement entre 2000 et 2010 durant ces 3 décennies. Ça veut dire que l'évolution n'est pas une évolution très lente, c'est une évolution qui se fait sous forme de pic. Et malheureusement, ça tombe sur nous, ça tombe sur notre génération, et on va vivre cette transition, et on est en train de la vivre avec tout ce qu'on voit, que ce soit en matière d'inondation, de saisonnalité qui n'est plus respectée, de pluies qui sont aujourd'hui difficilement maîtrisables, etc. Alors, tout ça engendre bien sûr une augmentation de température. Aujourd'hui, on a des températures qui dépassent, dans le monde entier, la température a augmenté de 0,85 degrés Celsius de 1880 à 2012. Elle dépassera 1,5 degrés Celsius par rapport à la période allant de 1950 à 1900. Et là, vous voyez un petit peu comment les écarts sont très importants.
Qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer certainement un changement dans le niveau de mer, c'est-à-dire, je dirais, de 1901 à 2010, on a 19 cm d'augmentation. D'ici 2065, on sera à 24 ou 30 cm. D'ici 2100, pardon, on peut atteindre une augmentation entre 40 et 63 cm. Mais en parlant des centimètres, on n'a pas conscience que c'est énorme comme augmentation. Mais ce que je peux dire, c'est qu'une élévation d'1 mètre par rapport au niveau de mer peut entraîner 300 millions de personnes qui seront affectées. Et comment ils seront affectés? Ils seront affectés comme suit, c'est-à-dire que 3,2 milliards de personnes souffriront d'un manque d'eau. La première crise qu'on va ressentir aujourd'hui ou bientôt, c'est la crise d'eau. Si la température, bien sûr, atteindra les 4 degrés, ce chiffre va tripler. 99 millions de personnes seront touchées chaque année par les inondations, et ça c'est à l'échelle mondiale. 39 millions de personnes seront touchées chaque année par les cyclones tropicaux et 146 millions d'individus seront concernés par la hausse du niveau d'eau. Quand on parle de tous ces changements climatiques, certainement il y aura une instabilité dans notre régime, dans notre façon de vivre. Il faut absolument trouver des solutions et être opérationnel avec des actions concrètes. Ça aussi, c'est en lien, comme ça a été dit ce matin, avec l'énergie, mais c'est en lien surtout avec la sécurité alimentaire. Et quand on va toucher la sécurité alimentaire, on va toucher la stabilité des pays et la stabilité du monde. Lorsque la température augmentera de 1 degré Celsius, la production des céréales va diminuer d'environ 5%. Et la production à l'échelle mondiale du maïs, du blé et autres récoltes connaîtront aussi une chute phénoménale. Pour ne parler que de l'Afrique, par exemple, l'Afrique, on a des millions d'habitants aujourd'hui qui souffrent de la pénurie d'eau et aussi qui connaissent, comment on dit, le meja'a, tout simplement, et la faim et la famine. Et ça, c'est à cause de la baisse des récoltes qui peuvent atteindre jusqu'à 20% d'ici 2020. Donc, on est vraiment dans une situation d'instabilité. Et d'après le dernier rapport de l'OCDE, un des premiers risques que va connaître le monde aujourd'hui, c'est les risques qui sont liés au changement climatique et qui sont directement liés à l'économie mondiale. Sans passer en revue ce qui se passe au Maroc, comme vous voyez, on a une carte qui nous montre assez clairement qu'on est très affecté par les changements climatiques, malgré qu'on n'est pas très émetteur, mais bien sûr, on est très impacté. La température au niveau du Maroc, ça c'est le rapport bien sûr du GIEC, elle varie de 0,1 à 0,3 degrés Celsius par décennie, soit une hausse moyenne de 1 à 3 degrés. Et comme vous voyez, on sent vraiment qu'il y a une variation qui impacte directement le Maroc dans tous ces bassins. Il y a une précipitation aussi qui est je dirais, qui connaît un changement important, que ce soit au nord, au sud, ou à l'est et l'ouest. Il y a des périodes de sécheresse aussi qui sont très contraignantes aujourd'hui, avec des déficits qui dépassent des fois les 50%. Et tout ça impacte, et c'est naturel, impacte les ressources en eau, pour ne parler que des ressources en eau, mais c'est en lien avec d'autres écosystèmes. Comme vous voyez, il y a 862 millions de mètres cubes d'eau non renouvelables prélevés chaque année. Et en mixant ça avec les impacts liés au changement climatique, la situation sera certainement pire que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bien sûr, avec les changements climatiques, on a des inondations, on vit, comme a dit El Hajj tout à l'heure, une dégradation de la qualité, parce que quand les nappes diminuent et quand on a des rejets très importants, on a une pollution qui est des fois irréversible, pas des fois, mais qui est dans la plupart du temps irréversible, une production électro-énergétique, hydroélectrique, qui est en diminution aussi, donc tout le système est concerné. Le secteur agricole aussi, on a une réduction du rendement des céréales qui est de 10% en année normale et de 50% en année sèche. Et ça, c'est des modèles qui viennent d'être publiés. Et des impacts aussi sur la biodiversité, pour ne garder qu'un seul chiffre. La biodiversité sera impactée par les changements climatiques et le coût de dégradation va avoisiner les 2 milliards de dollars par an. Quelles sont les mesures aujourd'hui prises ?
Bien sûr, le Maroc s'est engagé à travers la COP 21 et d'après l'accord de Paris, il était d'ailleurs le premier pays à remettre ses indices, et les indices, c'est les engagements du pays en termes d'atténuation. Tous les pays pratiquement ont déposé leurs indices, mais le cumul de ces indices ne va pas permettre de résoudre la problématique parce qu'on reste toujours dans les 3 degrés C. Et nous, on vise les 2 degrés C, voire 1,5 C. Donc, ceci nous pousse à dire comment on fait pour renforcer un petit peu les engagements si les États ne peuvent pas s'engager sur plus qu'ils ont fait. Donc, il y a 2 manières de faire. Il y a l'implication des acteurs non étatiques, et je parle des acteurs non étatiques, à savoir les industriels, les collectivités territoriales, la société civile et les chercheurs, pour qu'ils nous trouvent des solutions innovantes qui vont encore renforcer les engagements des États, pour en fait récupérer ou réduire les émissions. Et la réduction dont on a besoin aujourd'hui, c'est entre 16 et 19 gigatonnes équivalent CO2. Mais on sent que les parties ou les pays sont en retard par rapport aux objectifs qui ont été tracés par l'accord de Paris. Au niveau du Maroc, bien sûr, on a des engagements qui sont déjà lancés, à savoir la NDC, les LEDs, la gouvernance, la finance climat, le centre de compétences qui renforce les capacités des acteurs dans tout ce qui est changement climatique, le transfert de technologies. Mais ceci dit, on a besoin de s'impliquer, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les réseaux internationaux, parce que c'est à travers ces réseaux qu'on va rapidement capitaliser sur les expériences et les solutions innovantes, et c'est à travers ces réseaux qu'on va pouvoir monter des projets bancables, parce que comme j'ai dit, j'ai écouté j'étais très attentive ce matin dans toutes les interventions. L'argent est là, les fonds sont là, mais on a un problème de montage des projets concrets qui répondent à une problématique concrète et spécifique. Merci. Je prends 1 minute. Donc, je dirais que pour cela, je terminerai par les acteurs non étatiques ont besoin aussi d'être insérés dans les dialogues. Et aujourd'hui, on a un cadre qui peut intégrer les acteurs non étatiques et préparer la COP23. C'est le dialogue de Talanoa. Et le dialogue de Talanoa est aujourd'hui ouvert à tous les acteurs non étatiques pour qu'ils présentent un petit peu leurs projets et leurs visions par rapport à l'engagement en matière de lutte contre les changements climatiques, que ce soit en termes d'adaptation ou en termes d'atténuation. Il y a une plateforme dans laquelle les acteurs non étatiques peuvent s'impliquer. C'est la plateforme Nazca, que très peu de gens connaissent. C'est une plateforme où on a des initiatives portées par les acteurs non étatiques et qui compte à peu près 12 589 initiatives aujourd'hui qui militent aussi pour la lutte contre les changements climatiques. Donc je demanderai tout simplement à l'assistante, aux chercheurs, de médiatiser encore plus, davantage cette plateforme LASCA. C'est à travers cette plateforme que les acteurs peuvent s'engager et c'est à travers cette plateforme que les initiatives peuvent être comptabilisées dans les actions prises en considération pour la lutte contre les changements climatiques. Et je vous remercie. Très bien. Merci, professeur Nouza Bouchara pour ces éclaircissements par rapport aux engagements du Maroc en matière des changements climatiques, mais surtout le rôle capital important des acteurs locaux dans la réussite de ces engagements. Je passe la parole tout de suite à Slimani qui va faire une intervention sur les ressources en eau dans la région de Draa Filalt. Je rappelle aux intervenants encore une fois, j'ai une mission très délicate, hein. Beaucoup d'intervenants et pas assez de temps, de respecter les 10 minutes, parce qu'au-delà de 10 minutes, je serai obligé de sortir le carton rouge. D'accord, très bien. Merci à vous la parole. Donc je peux commencer. Donc premièrement, permettez-moi donc de remercier la Fondation Draa Filalt, des experts et chercheurs pour l'organisation de ce forum en partenariat avec la région Draa Filalt et le secrétariat d'État chargé de l'eau. Donc moi, en tant que représentant de l'agence du bassin hydraulique du Guirzizarris, je vais donc présenter un exposé sur la situation
des ressources en eau dans la région de Ra'at-Filet et puisque notre zone d'action, la zone d'action de l'agence du bassin hydraulique de Guirzis-Gharis présente plus que 60% de la zone d'action de la région et surtout donc je vais parler des solutions d'adaptation au changement climatique. Donc je passe tout de suite au plan de ma présentation. Donc je vais commencer par les ressources en eau dans la région de Ra'at-Filet et puis je vais parler donc des problèmes liés au changement climatique, les risques et je terminerai par les solutions d'adaptation au changement climatique. Et surtout donc je vais se concentrer sur la zone d'action dans notre agence. Et bien sûr, monsieur le directeur de l'agence du Milouya, donc s'il y aura des détails concernant le Milouya, il va les présenter. Donc je passe sur la zone d'action de la région de Ra'at-Filet, mais du point de vue, c'est-à-dire hydraulique, la région de Ra'at-Filet est composée de 6 grands bassins versants, le bassin du Ziz, le bassin d'Oris, le bassin de Guir, le bassin de Me'edr, le bassin du Houmlouya et le bassin du Haut et Moyen Dra. Le climat dans la région, donc c'est un climat semi-aride, semi-aride. Il est caractérisé par une irrégularité dans le temps et l'espace. Bien sûr, avec une hausse de température, l'évaporation aussi, on a parlé ce matin. Donc l'évaporation, il est plus que entre 2000 jusqu'à 5000 mm par an. Les précipitations, il varient de l'amont jusqu'à l'aval, de 250 mm en amont jusqu'à 40 mm à l'aval. Le réseau hydrographique est composé par les oueds du Guir, Ziz, Ghiris, Me'edr, Oued Draa et Oued Milouya. Les nappes aussi dans la région, donc on a on a 22 nappes quaternaires qui sont développées donc le long d'Izoued, au niveau d'Izouazis, et 8 nappes profondes, donc la nappe de Haut-Atlas, le bassin crétacé et le Prémien. Alors pour les ressources en eau, donc de surface, dans la région de Ra'at-Filet, on a un volume renouvelable, donc des apports qui sont contrôlés à l'exutoire donc des bassins versants de la région. Ce volume est évalué à presque 1,7 milliard de mètres cubes, c'est-à-dire surtout au niveau du haut bassin du Milouya et le haut bassin de Draa. Donc on a un volume qui dépasse les 400 millions de mètres cubes par an. Pour les ressources en eau de surface de ce terrain, donc le volume donc des ressources en eau souterraines donc contrôlées au niveau donc des différents aquifères et nappes de la région. Donc on a un volume qui est évalué à presque 493 millions de mètres cubes par an. Les besoins en eau dans la région de Ra'at-Filet, les besoins actuels selon les études du plan directeur, donc on a presque 1,3 milliard de mètres cubes pour les besoins agricoles et 38 millions de mètres cubes pour l'eau potable. Mais à l'horizon 2030, ces besoins ils seront de plus que 1,3 milliard de mètres cubes pour l'agricole et l'eau potable 66 millions de mètres cubes. Pour les ouvrages hydrauliques, donc, on a un ensemble des grands, moyens et petits barrages qui sont existants donc, dans la région, avec une capacité actuelle de presque 1,5 milliard de mètres cubes sur la totalité des grands, moyens et petits barrages dans la région. Bien sûr, on a un ensemble des barrages qui sont en cours de construction dans la région, avec une capacité de plus que 580 millions de mètres cubes. Donc c'est le système hydraulique dans l'Oasis. Donc on a par exemple pour le bassin du Ziz, on a le barrage Hassan Dakhil, qui c'est-à-dire l'objectif de ce barrage, c'est la protection contre les inondations et l'irrigation de la vallée du Ziz et la plaine du Tafilat, avec une capacité de 312 millions de mètres cubes. Bien sûr, elle assure la protection contre les inondations. Donc ce barrage c'est une infrastructure importante dans la région. On a pour des barrages qui sont en cours de construction sur Oued Guir, le grand barrage de près de ça, avec une capacité de 220 millions de mètres cubes. Donc la date d'achèvement est prévue pour l'année 2020. Pour le
le Draa. Donc on a un système donc sur le bassin de Draa, donc à l'amont, donc on a le barrage de Tiwin, le barrage de Mansour Dehbi et un grand barrage qui est aussi en cours de construction. Il s'agit du barrage d'Egdiz. Donc la totalité donc, de capacité donc, des barrages existants dans le Draa, il dépasse le 1 milliard de mètres cubes. Alors je passe aux risques liés au changement climatique. Donc dans la région générale, les agences de bassin hydraulique donc, gèrent soit la sécheresse, soit les inondations. Donc d'après les études, on a c'est-à-dire 3 jusqu'à 5 ans de la sécheresse suivie par 1 à 2 années c'est-à-dire d'inondations et des années humides. Donc bien sûr, pour s'adapter, pour parler des phénomènes extrêmes du changement climatique, donc on a un réseau donc, de mesures plus ou moins dense, aussi moderne. On a installé plusieurs, c'est-à-dire matériels automatiques, des capteurs au niveau des oueds, au niveau des piézomètres pour le contrôle de la nappe, des stations climatologiques automatiques, etc. Donc ici donc quelques données donc sur l'historique des crues et inondations donc marquantes durant la période, c'est-à-dire les 10 dernières années. Donc on a en 2006 les inondations de la vallée du Tudra, Merzouga. En 2008, donc c'est la première fois on a enregistré un déversement au niveau du barrage Hassan Dakhil à cause d'une crue torrentielle avec un débit de pointe qui dépasse les 2500 mètres cubes par seconde. En 2014, les crues de novembre 2014, aussi des fortes crues enregistrées en septembre 2016 à l'amont du barrage. On a enregistré même 40 millions de mètres cubes pendant 2 à 3 jours. Donc c'était des crues vraiment torrentielles. Et ici, quelques photos illustrent le phénomène d'inondation dans la région. Donc l'autre phénomène, donc, c'est bien sûr la sécheresse. La sécheresse, c'est un phénomène structuré dans la région. C'est-à-dire se basant sur la série d'observations au niveau des apports des barrages. Donc jusqu'à nos jours, le recours de l'indice sèche étant celui de l'année 83-84, on a enregistré plus que 95% comme déficit par rapport à la moyenne annuelle des précipitations et des apports. Donc la série d'observations, par exemple, du barrage Hassan Dakhil, on a des périodes où on a enregistré donc, des années humides, on a enregistré des apports qui dépassent la moyenne et autres, donc surtout les 3 périodes, les années 80, début 2000 et dernièrement en 2013, donc on a vraiment des périodes de sécheresse. Alors, donc, quelles sont donc les actions que nous avons, c'est-à-dire entrepris pour s'adapter au changement climatique? Donc, premièrement, on a presque étudié tous les points noirs dans la zone, les points critiques. On a un plan des zones inondables dans la région et aussi on a renforcé donc dernièrement donc la fréquence de réalisation des travaux de protection contre les inondations en partenariat avec les communes. Donc on a réalisé plusieurs travaux de protection à travers la construction des murs, le recalibrage des oueds, parfois les déviations, etc. Aussi, donc, on a installé donc, un système d'alerte. Donc, c'est un système donc de protection, d'alerte pour alerter la population en cas de forte crue. Donc, on a installé ce système comme projet pilote dans le bassin du Tudra, parce que le Tudra, c'est une zone donc, touristique. Donc, en cas d'observation de forte crue, donc, on lance des messages d'alerte via un écran, etc. Donc, on a, pour le phénomène de la sécheresse, donc on a réalisé un plan de gestion de la sécheresse. Aussi, parmi les solutions d'adaptation de la sécheresse, on réalise du seuil de recharge pour la recharge artificielle de la nappe. On fait donc tout ce qui est reconnaissance pour améliorer donc la reconnaissance des nappes dans la région. Aussi les petits barrages, les lacs collinaires, donc c'est une stratégie d'adaptation. Et parmi les solutions d'adaptation dans la région, une question aujourd'hui a été, c'est-à-dire
posé sur la réutilisation des eaux usées. Donc, on a réalisé des études et on a proposé un projet pour l'arrosage des espaces verts. On a commencé par la ville de Rachelia. Aussi, c'est-à-dire collecte des eaux de pluie, donc, est une solution pour s'adapter. Et merci pour votre attention. Très bien. Je suis désolé, mais la mission est un peu difficile. Je passe la parole tout de suite à Monsieur Sabir Mohamed, qui va nous donner un topo sur le diagnostic de la dégradation des terres dans le bassin versant d'Ansgmir et le risque d'évasement cas de barrage de Tamloulouz. Vous avez la parole. Alors, je suis désolé, je n'arrive pas à... Si on peut m'aider, ça serait vraiment gentil. Et le compteur a commencé. Hein. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le Président, je voudrais vous entretenir sur un travail qui a duré pendant 2 ans. Je n'étais pas le seul, là, donc, dans le Drat Filelt. Et en 10 minutes... voilà, très bien la première, oui. En 10 minutes, résumer 2 ans en 10 minutes, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Il y a 4 ou 5 points que je voudrais partager avec vous. Alors, clique 2 fois. C'est un travail qui... c'est des travaux qui ont concerné un peu le bassin versant d'Ansgmir, mais aussi l'Otat et Tatawin, entre autres. Et donc, alors, le travail que nous avons fait pour le Haut Commissariat aux Forêts et la FAO, et aussi un travail de mémoire de fin d'études d'une des ingénieurs, fille de la région. Et pour adapter ma présentation par rapport à la thématique d'aujourd'hui, j'ai essayé de vous entretenir sur un aspect de risque d'envasement du barrage de Tamloulouz qui a été construit sur la Dansgmir pour la préservation contre les crues, mais aussi pour un aspect hydro-agricole d'un périmètre de presque 3000 hectares dans la vallée des Taïèges. Alors, je vais aller à l'essentiel, si vous le permettez. Hein, donc, je vais passer un peu tous les aspects de diagnostic, mais je vais focaliser un tout petit peu sur les aspects de fragilité, notamment naturelle. Fragilité naturelle, vous en avez parlé ce matin, et un problème de sécheresse récurrente assez important, mais une sécheresse qui est liée aussi à des problèmes de nature de précipitation, notamment orageuses, durant l'été ou l'automne, avec des intensités relativement très élevées. Donc, de point de vue climatologie, nous sommes dans un climat à l'aval semi-aride, mais à l'amont, on est dans du subhumide. Alors, l'Ansgmir, il est caractérisé par un réseau hydrographique assez dense, et donc la capacité de transfert d'eau, elle est assez importante et assez rapide. Puis, deuxième type ou nature de fragilité, c'est les aspects de nature de substrats, des substrats qui sont d'une part relativement très peu perméables, mais aussi relativement assez friables. Des sols qui sont, dans leur majorité, des sols qui sont, j'allais dire, pas adaptés à l'agriculture. Hein. Pour résumer en 2 mots, des sols qui sont très battants, des sols pauvres, sauf le dépôt quaternaire de la vallée, ce qui nous amène à une question de ce matin qui est très importante, c'est la vocation des terres. Qu'est-ce que nous voulons faire de nos terres? Quelle destinée donnons nos terres, notamment que notre pays s'est engagé dans une série de conventions contre l'ONIAT. Alors, le type de peuplement, c'est pas la peine de vous casser la tête par rapport à ça. Les pentes qui sont relativement très très fortes. La dynamique de l'occupation des sols, notamment, nous avons focalisé sur le couvert végétal en étant un élément fondamental du cycle hydrologique. Améliorer l'infiltration, réduire le ruissellement et donc la ressource en eau. Et ces facteurs sont essentiellement humains. Hein. Donc il y a une fragilité naturelle, le climat, le substrat et l'apport en eau, mais il y a une fragilité humaine, il y a une pauvreté terrible dans la zone qui fait que ça s'exprime par des facteurs de pression sur les ressources, notamment le surpâturage, le cimage, donc le coupe de bois de feu,
Les gens de Thionville le connaissent très bien. Puis les défrichements pour la mise en culture. Des terres marginales qui, en principe, dans leur vocation, sont, tout le monde vous dira, les agronomes qui se respectent, c'est des terres qui sont destinées à la végétation permanente, soit pastorale, soit forestière. Et que, malheureusement, il y a une extension assez terrible de la mise en culture, que ce soit irrigué, que ce soit sèche. Et là, donc, une dynamique de cette occupation. Donc, nos étudiants et les ingénieurs qui travaillent avec nous, vous remarquez un peu que pour l'inscrire entre 1995 et 2015, l'essentiel est rouge. Ça veut dire que dans cette partie du royaume, dans cette partie de la Haute-Melouia, il y a eu un départ de couvert végétal. Malheureusement, je vais vous montrer des photos qui sont assez pertinentes. Et dans cette évolution, vous remarquez avec moi, la dernière colonne tout à fait à droite, que l'agriculture, la culture irriguée a augmenté d'une manière extraordinaire et que cette augmentation a eu lieu, j'allais dire un tout petit peu, mi-90, 95-96. Entre 75 et 95, pendant 20 ans, l'augmentation n'est pas terrible. Mais à partir de 95-96, la mise en culture est devenue exponentielle et donc nous sommes passés à 131% de culture irriguée. Puis tout ce qui est couvert végétal naturel, il a vraiment régressé. Et donc je vous ai dit, donc, ces facteurs anthropiques, le surpâturage, 3 à 4 fois les possibilités des parcours steppiques ou forestiers, là où les paysans vont aller chercher des unités de fourragères gratuites. C'est très important. Puis le prélèvement donc de fourrage, foliaire, les cimages, c'est assez étonnant. Puis le prélèvement en bois de feu. Le prélèvement en bois de feu, 4 à 5 fois les potentialités. Ça veut dire que cette génération actuelle est en train de consommer ce qui ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de le faire 4 à 5 fois l'avenir. Et donc la mise en culture, notamment la transformation des terres steppiques, j'allais dire, en mise en culture. Et une évolution un peu, notamment, il y a un autre aspect de fragilité qui est lié disons, à un aspect un peu plus juridique, si je peux dire, le droit foncier. C'est beaucoup plus des terrains collectifs qui ont subi cette action. Alors, le surpâturage, mais cette fois-ci sur le capital lui-même, sur les arbres. Alors, à un certain moment, on nous a demandé de s'intéresser aux nomades. Là, je partage avec vous un peu ce que font ces nomades. Ils circulent à travers le pays, mais beaucoup plus concentrés dans cette zone de contact entre donc la montagne et la plaine, avec tous les impacts que... Alors là, donc une autre... disons, notre schéma qui montre un peu l'impact du déplacement du troupeau, que ce soit, donc là, c'est une autre question aussi qu'on peut débattre. Ces troupeaux, ils viennent d'où et qui sont les propriétaires, qui sont les bénéficiaires donc, de ces troupeaux. Des prélèvements au bois de feu, les gens vivent du commerce du bois de feu et donc la pauvreté. Le bois de feu recule. Alors, autre chose qui est extrêmement importante, c'est la mise en culture de cette terre fragile. Mise en culture, on pourrait dire pour les paysans pauvres, bon, ils n'ont pas de quoi vivre, mais quand on installe des vergers sur des terres qui ne sont pas destinées à la mise en culture, ça c'est une question à se poser. Et là, des schémas ou des images qui sont, j'allais dire, fréquentes quand vous circulez dans la zone. Et là, on a transformé des écosystèmes naturels qui entraient dans un équilibre particulier d'eau à des badlands qui ne font que transférer l'eau et les sédiments vers l'avant. Alors, avec tous les dégâts que ça donne sur les crues, sur donc à Midelt, l'infrastructure hydro-agricole qui subit un peu ces effets de pic de crue assez importants. Alors là, on s'est amusé avec nos étudiants et ingénieurs donc à cartographier, à suivre donc un peu l'érosion. Et là, ce graphique est extrêmement important pour vous dire qu'en 1975, la dégradation spécifique dans ce bassin versant, il était 15 tonnes par hectare et par an. À la limite, on pourrait dire que c'était tolérable. Mais après, on est passé à 17, à 18, on a une autre augmentation. Alors,
Je suis désolé de faire vite, mais remarquez le histogramme d'en bas, les terres, j'allais dire, instables, on est passé de 1/4 à presque le 1/3 des sols, enfin des terres qui sont instables. On s'est intéressé beaucoup plus au bassin versant ou à l'impluvium du Tamalut, un des barrages extraordinaires que tout le monde a voulu que ça s'installe. Et là, vous voyez sur la carte du l'impluvium qu'il y a énormément de ravins qui se sont installés. Alors, juste pour vous dire, alors, je ne sais pas où je l'ai mis, donc là, voilà. Le bassin versant ou l'impluvium du barrage de Tamalut, par rapport à Esgmir, il représente 60% de la superficie, mais il produit 80% des sédiments. Ça veut dire que le barrage qu'on a investi, qu'on l'a installé là-bas, il a une durée de vie questionnable. Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie. Très bien, merci professeur pour cette présentation. Merci également pour le respect du timing. Maintenant, la parole est à Monsieur Mohamed Faskawi. C'est vous? S'il vous plaît. Participation au cours de ce congrès s'intitule « Sécurisation de l'approvisionnement en eau potable dans le contexte des changements climatiques ». Donc, j'ai fait un plan pour cette présentation. Il y a une introduction. Je rappelle un petit peu les missions de l'ONI branche eau et axes stratégiques, les principaux indicateurs de l'ONI, eau et assainissement, contraintes liées aux ressources et à la demande en eau, les conséquences, comment garantir l'approvisionnement en eau potable, plan d'action de l'Office 2018-2022 et quelques spécifications et chiffres sur la région de Ra'at-e-Filat. Si il me reste un peu de temps, j'ai en fin de la présentation un film institutionnel qui parle un petit peu, peut-être si j'ai gagné un peu de temps, qui parle sur la problématique d'approvisionnement en eau potable au milieu rural. Donc, introduction, donc garantir l'approvisionnement en eau potable comme il paraisse n'est pas un effort, comme il paraisse, c'est un effort quotidien qui a un coût considérable. Ce n'est pas une tâche facile. En effet, en tant que gestionnaire, il faudrait assurer la disponibilité de la ressource au présent, au moyen et au long terme, au moins préserver la ressource actuelle pour demain, assurer en permanence la meilleure qualité possible de l'eau produite et distribuée, trouver les moyens financiers et les compétences requises pour soulever tous les défis. Donc, les missions de l'ONI, je pense que la plupart de vous, on sait beaucoup sur ces missions, donc je ne vais pas en tarder. Donc, il y a la planification, les études d'équipement, la gestion pour le compte des communes, contrôle de la qualité, et l'assistance et élaboration des projets et textes législatifs et réglementaires et participation aux études touchant le secteur de l'eau potable et de l'assainissement liquide et assistance technique aux tiers. Donc, les axes stratégiques de l'Office, ils sont au nombre de 4. Il y a la pérennisation et sécurisation et renforcement des installations existantes, les améliorations des performances techniques, la généralisation de l'accès à l'eau potable au milieu rural et l'intervention soutenue en matière d'assainissement liquide. Donc, quelques indicateurs chiffrés, c'est le dernier indicateur de l'Office en année 2017. Donc, comme je l'ai déjà un peu précisé la matinée, donc vous voyez un petit peu les efforts que l'État marocain a déployés par le biais de l'Office. Donc, il y a des investissements 2001-2017, c'est 40 milliards de dirhams. Il y a un débit équipé de 65 millions de mètres cubes par seconde.
et j'en passe avec bien entendu d'autres indicateurs. Donc pour le secteur de l'assainissement, c'est la même chose. Donc les investissements durant la période 2001-2017, c'est 11 milliards. Avec les autres indicateurs, j'en passe. Donc contraintes liées aux ressources en eau. Donc pour situer un petit peu de le contexte de colloque, donc, un peu c'est la problématique des changements climatiques. Donc on a un régime pluviométrique variable dans le temps et l'espace, grande variabilité spatiale des écoulements, répartition inégale des ressources en eau dans le temps et à travers le territoire national. Donc, multiplication des phénomènes extrêmes, inondations et sécheresses, donc raréfaction de plus en plus des ressources en eau, réduction des apports d'eau superficielle, épuisement des nappes, envasement des retenues de barrages, dégradation de la qualité des ressources en eau. Donc les conséquences, c'est la dégradation des infrastructures, recours à des ressources en eau de plus en plus éloignées des lieux de consommation, augmentation des charges d'exploitation à cause de la baisse des niveaux piézométriques des nappes, sous-utilisation voire abandon de certaines installations de production de l'office, recours à des traitements de plus en plus chers pour faire face à la dégradation de la qualité des ressources en eau, recours aux ressources en eau non conventionnelles, dessalement et déminéralisation. Donc, comment garantir l'approvisionnement en eau potable? Donc, il faut planifier. Pour garantir, donc, il faut planifier. Donc, la planification des éléments de la production, mise à niveau et amélioration continue des performances des installations d'approvisionnement, la diversification des sources d'AEP conventionnelles, non conventionnelles, multiplication de la connexion des différentes ressources, suivi continu de la qualité, protection des ressources. Donc, j'en passe parce que c'est un peu de détail. La diversification de ressources d'AEP, donc les actions font recours en priorité aux eaux superficielles, barrages, à chaque fois qu'il est possible, afin de soulager les nappes, bien entendu, souterraines lorsque les ressources superficielles sont suffisantes et laisser ces ressources de nappes pour un peu de sécuriser et assurer un développement durable, recours au dessalement et à la déminéralisation. Donc les résultats, vous devenez un peu des résultats, bien sûr, c'est préservation des ressources souterraines comme ressources stratégiques pour les générations futures. Donc un peu la diversification des sources d'AEP, donc vous voyez un petit peu, on a 60% des ressources, c'est un peu, 66% c'est des eaux superficielles, on a ressources souterraines 33% et le dessalement qui commence à la déminéralisation qui commence à prendre de l'espace, on a actuellement un pourcentage de 1%. Donc, connexion entre les différentes ressources, j'en passe, suivi de la qualité des ressources, protection des ressources. Donc, j'en arrive au programme 2018-2022. Donc, vous voyez un petit peu un effort financier en matière d'eau potable, 20 milliards de dirhams, pour bien entendu un équipement supplémentaire de 20 millions de mètres cubes par seconde. Bien entendu, une amélioration des installations pour des rendements objectifs de 96% en 2020 pour tout ce qui est rendement à la production et un rendement de 78% pour ce qui est un peu les rendements à la distribution. Et amélioration, bien entendu, du taux de l'action en milieu rural pour qu'il passe de 96% à 99% en 2022. Et en matière d'assainissement, un investissement soutenu de 5 milliards de dirhams pour améliorer la capacité d'épuration. Donc, sans spécificité de la région de Drat Filaj, comme vous le connaissez, la pénurie d'eau dans la région de Drat Filaj est de plus en plus évidente. L'assèchement de la nappe phréatique et l'irrégularité des précipitations dans la région provoquent une situation qui devient peu à peu alarmante. Cette situation est accélérée par une gestion non intégrée des ressources en eau. Donc, je donne quelques indicateurs sur la région pour la situer par rapport à le national. Donc, vous voyez les efforts déployés en matière d'approvisionnement en eau potable ont permis des taux d'accès, des taux de branchement, bien entendu, c'est au milieu rural de 100%, et avec des taux d'accès en milieu rural qui avoisinent 100%, avec 98% à El Rachidia, 97% à Ouarzazate, 94% à Midels, 94% à Tchenrir. Et bien entendu, les choses qui restent, les 6%, c'est les plus difficiles à atteindre parce que
des points reculés. Donc, en matière d'investissement, ça demande beaucoup d'investissement. Parce que peut-être ce qui reste, c'est ce qui est très difficile à atteindre en matière d'investissement et d'éloignement aux ressources humaines. Donc, quelques autres indicateurs de production sur la région, j'en passe. L'investissement réalisé qui a pu un peu pour atteindre ces objectifs, c'est de l'ordre de 800 millions de dirhams durant la période 2007-2017. Et vous voyez un petit peu l'inadéquation des investissements. Pour la période 2018-2022, vous allez voir qu'on a un programme d'investissement de 2 milliards de dirhams, ce qui est un peu à l'envers pour une période plus importante. On a fait un investissement, on atteint des taux, et pour une période, parce qu'il ne reste que des droits reculés et tout ça. Et je pense, le temps qui m'a alloué peut-être ne me permet pas de terminer mon exposé, mais quand même, il est là et je l'ai mis à la disposition de comités d'organisation pour en tirer peut-être des résultats et quelques indicateurs. Merci pour votre attention. Très bien, merci Sifaskawi. Désolé si je suis très exigeant par rapport au respect du timing. Ce sont les recommandations des organisateurs. Maintenant, la parole Tassi Abdelkader Larabi sur le modèle mathématique pour la gestion des ressources humaines dans la plaine de Tafilat. Je ne vais pas passer à ma présentation sans remercier tous les organisateurs de ce forum, de m'avoir invité d'abord et ensuite de leur accueil chaleureux et du partage de ces moments-là agréables, que ce soit sur le plan scientifique ou sur le plan social. Voilà. Alors, la présentation que je vais vous faire concerne donc un certain nombre de résultats de recherche appliquée dans le cadre d'un certain nombre de projets, soit avec l'Union européenne, soit avec la région, avec l'ABH, le ministère, etc. Donc il y a un certain nombre de résultats qui sont là. Et Nzha a bien fait avec mon collègue Slimani d'avoir présenté avant moi, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas répéter. Ça concerne surtout la région de Darata Filelt, et puis ça concerne aussi les changements climatiques. Alors donc, les résultats du travail que je vais vous présenter, ça concerne donc la mise en place d'une plateforme hydrique sur les ressources en eau dans la région, dans la plaine de Tafilet et la région de Boudnib, sous les contraintes de changement climatique. Bon, donc je vais juste vous montrer un petit peu le problème des changements climatiques, mais je ne vais pas parler de ce problème-là sur le plan planétaire. Maintenant, il faut passer vraiment à l'aspect local. Il faut vraiment essayer d'évaluer l'impact des changements climatiques au niveau local et pas au niveau mondial ou planétaire. C'est ça ce qu'on doit faire, parce que nous sommes obligés de réviser tous les modèles, toutes les études qui ont été faites auparavant, en particulier sur les bilans hydriques, sur les précipitations, sur les apports, afin d'estimer les vraies valeurs qui existent et sur la base desquelles on peut prendre des décisions. N'est-ce pas, c'est Wadi? Nous sommes obligés de réviser tout maintenant, tous les bilans, etc., les apports, les précipitations. Autrement dit, on ne peut pas baser maintenant les décisions sur des valeurs qui sont anciennes et qui ne tenaient pas compte sur les changements climatiques.
Donc il faut coupler des modèles hydriques qui existaient auparavant avec des modèles climatiques actuels et qu'on pourrait donc réutiliser et ensuite évaluer les impacts. Donc à travers ça, je vais vous montrer quelques cas d'études que nous avons étudiés au nord du Maroc, la région de Hoceima, qui est une région très importante et qui vit beaucoup de problèmes, et ensuite 2 projets que nous avons menés dans la région de Tafilelt, un qui est déjà terminé et porte sur donc un modèle mathématique pour la gestion des ressources en eau là-bas, que la BH ne dispose pas, n'est-ce pas? Donc n'a pas encore sur la plaine de Tafilelt. Sur la plaine de Tafilelt, je ne sais pas que vous disposez d'un modèle. Oui, vous êtes en train peut-être de le faire, mais nous avons mené donc une étude là-bas grâce à la collaboration aussi de la BH sur cette zone-là. Bon, alors, pour introduire rapidement le problème, eh bien, un décideur comme la BH a besoin de ce qu'on appelle un bilan. Sur la base du bilan qu'il prend la décision. Combien il peut prendre d'eau du barrage, donc un bilan sur toutes les ressources en eau, sur son système, sur son bassin hydraulique. Donc c'est ce bilan-là qu'on doit fournir, ou qu'il doit aussi, lui, à travers des études, doit donc aboutir à ce bilan-là. Et il est très important. C'est comme une banque. Dans une banque, on a besoin de liquidité. La même chose pour l'ABH. Eh bien, l'ABH, dans son bassin, il doit avoir toujours de l'eau. De l'eau, donc c'est la liquidité, c'est l'équivalent. J'explique aux gens qui ne sont pas des spécialistes. Donc à cause des changements climatiques, les précipitations, donc il y a des variations dans les précipitations, dans le temps et dans l'espace, variation de la température et puis du niveau de la mer. Et le niveau de la mer a des impacts très très négatifs sur surtout les ressources en eau qui sont côtières. Donc on a besoin de refaire tout ça et essayer d'évaluer ces ressources en eau. Et malheureusement, la majorité de la population est concentrée sur la côte et puis à côté des rivières ou bien dans les oasis. C'est à côté de l'eau. Donc nos ancêtres, eh bien, se sont installés à côté de l'eau. Donc c'est comme ça qu'ils ont. Et puis, maintenant, nous, on l'exploite davantage et on se trouve dans des difficultés pour sa durabilité et sa gestion donc pérenne. Donc il y a avec les changements climatiques, donc il y a un grand risque qui concerne donc les inondations, la pollution aussi, c'est très important, et puis la rareté. Donc on est face à ces problèmes-là. Et puis il y a donc ces problèmes d'intrusion marine dans les côtes, et puis la rareté dans les oasis, dans le sud-est, etc. La salinisation des sols, donc vous voyez, donc c'est enchaîné. Les problèmes s'enchaînent lorsqu'il y a donc des problèmes de changement climatique. Et puis lorsqu'on a tout ça, eh bien les agriculteurs vont donc complètement délaisser leur exploitation et ils vont donc immigrer. Parce qu'ils ne peuvent pas utiliser même leur sol qui est salinisé. C'est ce qui s'est passé au sud de Casablanca. Il y a 6000 hectares qui ont été complètement abandonnés à cause de l'intrusion marine et à cause aussi de la salinisation des sols. Donc notre région, il se trouve sur la Méditerranée. Vous voyez ici la Méditerranée, c'est tout à fait la deuxième à droite, la première, pardon, à droite. Eh bien, il y a donc des changements climatiques. On voit très bien que la tendance est vers la baisse concernant les précipitations et donc une hausse concernant la température. Ça, c'est au niveau mondial. Et notre région se trouve, malheureusement, c'est un point pour la Méditerranée. Et nous, le Maghreb est déjà grand, le Maroc, c'est aussi une grande surface et par conséquent, il faut passer donc à des études très locales au niveau de chaque région. Ici, je vous présente donc une carte qui montre la carte de la distribution de la rareté au niveau mondial. Et vous voyez, le Maroc se trouve bien sûr dans la zone où la zone qui souffre beaucoup plus de la rareté sur cette carte-là. Alors ici, j'en passe, c'est Ifrane, vous voyez les apports qui diminuent. Ensuite, là, je vais vous présenter ça.
Donc, vu les contraintes de temps, je vais donner juste des exemples d'analyse et études que nous réalisons pour nos partenaires agences de bassin. C'est les études d'inventaire du degré de pollution et qui sont généralement composées de 3 volets. Un volet collecte des données, réalisation des enquêtes sur toutes les sources de pollution. Le deuxième volet s'articule autour des caractérisations des eaux à la disposition de nos partenaires, agences de bassin, pour la prise de décision. Je vous remercie. Très bien, vous avez fait gagner 5 minutes. Alors, ce que je propose est conformément aux recommandations des organisateurs. On va prendre une pause café qui ne va pas dépasser 10 minutes. Nous allons enchaîner avec la deuxième conférence pour qu'on laisse le débat à la fin de la première et de la deuxième conférence. Donc si vous avez des remarques ou des propositions, des questions par rapport à tout ce qui a été dit au niveau de cette première conférence, merci de le bien noter. On va vous donner la parole à la fin de la deuxième. Je vous informe également que vous êtes invité à une soirée de gala qui va être dans un lieu très, très authentique de la région, qui je pense qu'il va vous faire oublier la souffrance de cette première journée. Ça va être à partir de 21h à l'hôtel, à côté de l'hôtel d'attache. De toutes les manières, on va vous donner l'adresse Tinmay, tout à l'heure, à Tinmay. Très bien, merci et à tout de suite.